Le but de cette vidéo, ça va être de compléter ce qui a été dit sur la théorie de Galois et de résoudre le problème de la résolubilité par radicaux d'un polynôme. Donc l'idée de base, que j'avais déjà un peu expliqué la dernière fois, c'est j'ai un polynôme P, j'ai envie de pouvoir exprimer ses racines en fonction de ses coefficients. Par exemple, si P c'est x carré plus ax plus b, on sait que les racines c'est xi plus moins a plus moins racine de discriminant sur 2. Okay, donc là, on a exprimé les racines du polynôme en fonction des coefficients et on s'est autorisé à faire des racines. Okay, donc ce que Galois a prouvé, c'est que c'était plus possible si deg de P était plus grand que 5. On n'a plus de formule comme ça, même si on itère les racines plusieurs fois. Et ça utilise donc la théorie de Galois que j'avais fait il y a à peu près 2 semaines et la théorie des groupes dérivés que j'avais fait récemment. Donc le but de la partie 3 que je vais commencer, c'est de montrer que le polynôme P est résoluble si et seulement si le groupe de Galois de P est résoluble. Okay, c'est de là d'où vient la terminologie d'un groupe résoluble, c'est la théorie de Galois, c'est la résolubilité par radicaux. Okay, donc je te conseille de regarder, si tu n'as pas déjà vu, les vidéos d'avant sur les groupes, mais aussi sur la théorie de Galois. Donc je rappelle rapidement ce qu'on avait montré. On avait montré que si j'ai une extension de corps, on notait ça comme ça, et que l'extension était galoisienne, dans le sens où quel que soit sigma de L dans C, tel que sigma restreint à K, c'est l'identité, alors sigma de L égale L. Okay, si j'ai ça, alors on avait montré que le groupe de Galois était de cardinal le degré d'extension, et que les sous-extensions s'obtenaient, les extensions intermédiaires de l'extension L sur K s'obtenaient de la manière suivante. On prenait l'extension L, et on prenait un sous-groupe de G, et du coup on prenait l'ensemble des éléments qui étaient stables par tous les éléments de H. Okay, on peut vérifier par exemple que si tu prends tout le groupe de Galois, tu retombes sur K, et que si on prend le sous-groupe réduit à l'élément neutre, on tombe sur L. Okay, et on avait montré que ça recouvrait l'ensemble des extensions intermédiaires de L sur K, et réciproquement, si j'ai une extension intermédiaire, K', donc qui se dessine comme ça, c'est une extension intermédiaire, et ben je pouvais associer H, qui était l'ensemble des éléments, qui laissait stable K'. Okay, et on avait montré que ça, c'était deux bijections réciproques. Donc à une extension intermédiaire, j'associe le groupe de Galois, donc ça, je rappelle que c'est le groupe de Galois de L sur K'. Donc à une extension intermédiaire, j'associe les groupes de Galois qui laissent invariant K', et à un groupe, j'associe le corps des invariants de ce groupe. Okay, donc c'est ce qui est résumé dans la partie 3. Question 9.A. Montrer que le groupe de Galois de L, donc ici, on prend une extension normale, c'est dit dans la partie 3, montrer que gal de L sur sigma M, on prend sigma un élément du groupe, c'est sigma gal de L sur M, sigma moins 1. Donc c'est encore un truc que j'avais un peu vendu dans ma vidéo sur la théorie des groupes, c'est encore le fait que la conjugaison, c'est un changement de point de vue. Là, au lieu de se placer dans le point de vue des éléments qui laissent stable M, on se place dans le point de vue des éléments qui laissent stable sigma de M. Donc comment on montre ça? On va montrer l'inclusion comme ça, et on va conclure par égalité des cardinaux. Donc je rappelle que quand j'ai une extension normale L sur K, si j'ai une extension intermédiaire, ici c'est M, alors L sur M c'est encore une extension galoisienne. En particulier, on connaît très bien le cardinal de ces deux sous-groupes-là, c'est égal, son cardinal va être égal à L sur sigma M, ce qui est égal à L sur M. Ok? Donc on a juste à montrer une inclusion dans un sens et on aura terminé. Et en effet, si j'ai G dans sigma égal de L sur M, si j'ai X dans sigma M, alors, donc G je peux l'écrire comme
sigma G tilde sigma moins 1 avec G qui se laisse stable M, et donc on a Gx, c'est G tilde de sigma moins 1 X. Ça, c'est un élément de M, c'est ça. Et donc ça, c'est X. Ok? Donc on a montré l'inclusion dans un sens et l'égalité. Ce qui en découle et qui est très intéressant, c'est la question 9.b. Montrer que 9 sur K est normal. M sur K est normal. Donc je rappelle que ici, on a une tour d'extension comme ça. Ça, c'est normal ici. Ici, c'est normal. Ça, c'est pas normal. Enfin, on ne sait pas a priori. Ok? Donc si L sur K est normal, alors L sur M est normal. Par contre, M sur K n'est pas forcément normal. Et on veut montrer dans la question 9.b que M sur K est normal si et seulement si gal de L sur M est distingué dans gal de L sur K. Ok? Donc d'après la question 9.a, si gal de M, si ça c'est distingué, alors M sur K est normal. Pourquoi? Parce que si gal de L sur M est distingué, j'ai que pour tout sigma, donc on sait que sigma égale L sur M, sigma 1, c'est égal à gal sur M parce que le groupe est distingué. J'ai que gal de L sur sigma M est égal à gal de L sur M. Ok? Et je vais en déduire quel que soit sigma M égale M. Donc ce qu'on va faire, on a que pour tout sigma gal de L sur sigma M, c'est le groupe de Galois de L sur M. Bon, c'est un fait qui est assez bizarre parce que on a envie de dire que le groupe de Galois de L sur M, il est assez spécifique à M. Et donc le fait qu'il soit égaux aux autres groupes de Galois quand on regarde sur sigma M va impliquer que sigma M égale M. Et l'astuce pour ça, c'est qu'on regarde le corps engendré par sigma M plus M. Enfin, on regarde la somme pour G dans G de Gm. Ok? Ça, c'est un sous-espace vectoriel de L. Je regarde le corps engendré. Que je vais noter comme ça. C'est un sous-corps de L. Et on remarque qu'on a gal, je vais l'appeler M'. Et on remarque qu'on a gal de L sur M', qui est égal à gal de L sur M. La raison pour laquelle on a ça, c'est parce que on a une inclusion qui est facile. Si je laisse M' stable, alors comme M' contient M, en particulier, je laisse M stable. Et si je laisse M stable, je sais que pour tout sigma, je laisse sigma M stable. Donc je laisse toute cette somme-là stable, parce que je laisse stable chacun des termes. Okay, ça, c'est l'ensemble. Enfin, c'est la même somme que dans les espaces vectoriels. Donc si je laisse M stable, je laisse tout ça stable. Donc je laisse M' stable. Et donc on a l'inclusion dans les deux sens. Mais nous, on sait que comme ces deux extensions-là sont normales, qu'on a que leur cardinal est égal au degré des extensions. Et donc, comme on a M inclus dans M', on a que M' égale M. Ok? Et donc, quel que soit G, Gm égale M. Réciproquement, si l'extension M sur K est normale, alors j'ai pour tout sigma M égale M. Et donc, j'ai que pour tout sigma gal de L sur M, sigma moins 1 est égal à gal de L sur M, ce qui montre que gal de L sur M est distingué. Question 10. On suppose que l'extension M sur K est normale. On va utiliser ce morphisme de groupe, de restriction, pour montrer l'isomorphisme entre gal de M sur K et gal de L sur K sur gal de L sur M. Ok? Donc déjà, ce qu'on remarque, qui est assez rassurant, c'est que on n'a que ρ, on n'a que ker de ρ comprend gal de L sur M. Ok? Parce que si je suis un élément du groupe de Galois de L sur M, je laisse M invariant, donc ma restriction à M, c'est l'identité.
Okay, ce qu'on peut aussi remarquer maintenant, c'est qu'on sait que ρ c'est surjectif. Pourquoi on sait ça? Parce que la question de savoir si ρ c'est une surjection, c'est la question de savoir si j'ai un morphisme du groupe de Galois de M sur K. Est-ce que je peux trouver un élément du groupe de Galois de L sur K tel que sa restriction à M c'est égal à ça? Donc ce qu'on fait, c'est qu'on prend un élément du groupe de Galois de M sur K. On sait que je peux prolonger sigma en sigma tilde de L dans C. Okay, juste ça, c'est le prolongement des morphismes. Sauf que je sais, comme L est une extension normale, que maintenant sigma tilde est à valeur dans L. Et donc c'est un élément du groupe de Galois de L sur K, et sa restriction est égale à sigma. Okay, donc ρ c'est surjectif, on a ça, et comme on a l'égalité ker de ρ en cardinal im de ρ égale cardinal de gal de L sur K. On trouve que ker de ρ a le bon cardinal, qui est exactement le cardinal du groupe de Galois de L sur M. Rapidement, pourquoi on a ça? C'est parce que ça, c'est M sur K, ça, c'est L sur K, et donc le quotient de L sur K par M sur K, c'est L sur M. Okay, donc ker de ρ a le bon cardinal, donc on a l'égalité ici. Et par le théorème d'isomorphisme qu'on avait vu dans la partie sur les groupes, on a que l'image de ρ, c'est-à-dire gal de M sur K, est isomorphe au quotient qu'on veut, sur gal de L sur M. En fait, c'est assez satisfaisant si tu veux, parce que les fractions se simplifient. Là, c'est L sur K sur L sur M, et donc ça simplifie à M sur K. Okay, donc, le résultat de la question 10, conceptuellement, il est plutôt satisfaisant. C'est-à-dire que j'ai une extension L sur K. Je sais que pour toute extension intermédiaire, ça, c'est encore une extension normale. Par contre, je ne sais rien de ça. Et donc, la question 10, elle y répond complètement. Elle dit, bon, bah ça, c'est normal si et seulement si ce groupe-là est distingué, auquel cas, c'est le quotient. C'est quand même plutôt sympa. Enfin, on peut vérifier que ça a le bon cardinal. Voilà, ok. On suppose que le groupe de Galois de L sur K est résoluble. Montrer que le groupe de Galois de L sur M est résoluble, ça c'est juste le fait que ça c'est un sous-groupe du groupe de Galois de L sur K. Okay, le groupe de Galois de L sur M c'est un sous-groupe du groupe de Galois de L sur K. Donc si le premier est résoluble, le second l'est aussi. Enfin si le groupe est résoluble, le sous-groupe est aussi résoluble. Si l'extension est normale, alors on a que gal de M sur K, il est égal à gal de L sur K sur gal de M sur K, de L sur M, pardon. Ok, donc c'est le quotient de deux groupes résolubles. Pardon, c'est le quotient d'un groupe résoluble, donc c'est aussi résoluble. Ça, c'est aussi un truc qu'on avait vu dans les résultats sur les groupes résolubles. Et donc, on voit venir la question 11.b. C'est une réciproque, on suppose une extension normale. On suppose que les groupes L sur K et L sur M sont résolubles. Il faut montrer que le groupe de Galois de L sur K est résoluble. En fait, ça vient du fait que le quotient du groupe de Galois de L sur K, c'est Galois de M sur K, donc c'est résoluble, par hypothèse. Et on sait que le groupe de Galois de L sur M est aussi résoluble. Et on avait vu dans la première partie sur les groupes que quand j'ai un groupe tel que le quotient par un sous-groupe distingué résoluble est aussi résoluble, alors le groupe de base est résoluble. On avait dit que les groupes résolubles, c'était stable par extension. Ce qui est assez sympa parce que c'est exactement la même terminologie. Mais donc ça, on a déjà vu. C'est juste l'égalité. Hein. Donc déjà vu en partie 2. Ok. Partie 4, équation et groupe résoluble. Donc dans la partie 4 et 5 et 6, on va voir, on va déterminer exactement quelles équations sont résolubles par radicaux. Donc, quels polynômes ont une expression sympa de leur racine en fonction de leur coefficient. 12.a. Soit n un entier plus grand ou égal à 3, montrer que l'extension k de ei de pi sur n
sur K est normal de groupe de Galois abélien. Ok? Donc la question de 12.A, je crois que je l'avais esquivée. Enfin, elle a été réapparue dans une forme différente dans le premier DM sur la théorie de Galois. En fait, ce qu'on peut remarquer, c'est que si j'ai sigma dans... Bon, déjà, l'extension, elle est normale. Ok? Parce que les conjugués de EI de pi sur n, on va les calculer directement. Si j'ai sigma qui va de K de EI de pi sur n dans C, qui laisse K invariant, bien sûr, alors sigma de EI de pi sur n à la puissance n, c'est égal à 1. Ok, parce que sigma commute aux puissances, et je sais que sigma de EI de pi sur n à la puissance n, c'est égal à 1. Ok, jusqu'ici, rien de fou. Par contre, j'ai que quel que soit k strictement plus petit que n, avec k plus grand que 1, sigma de EI de pi sur n à la puissance k est différent de 1. Ça, c'est parce que EI de pi sur n, c'est une racine primitive de l'unité, donc aucune de ces puissances, si ce n'est la nème, n'est égale à 1. Donc j'en déduis que sigma EI de pi sur n appartient à moi ce que j'appelle un étoile, parce que ça ressemble un peu à z sur nz étoile, l'ensemble des racines primitives nème de l'unité. Donc l'ensemble des racines telles que x puissance n égale 1, mais pour tout cas diviseur strict de n, x puissance k différent de 1. Okay, en particulier, ça c'est encore dans le corps k de EI de pi sur n, dont l'extension est normale. Ok, on s'y attendait. L'extension est normale. Et en fait, ce qu'on a, c'est que groupe de Galois de k EI de pi sur n sur k, dans un croix, à sigma, j'associe sigma de EI de pi sur n. Ça, c'est une bijection. En fait, on va même en faire un morphisme de groupe avec une certaine structure de groupe sur un croix. Donc, c'est évidemment injectif, parce que si deux morphismes du groupe de Galois coïncident sur EI de pi sur n, alors ils vont coïncider sur tout le corps engendré. C'est aussi surjectif. Bon, pour utiliser le fait que c'est surjectif, on peut utiliser l'égalité des cardinales. Ça, c'est le cardinal phi de n. Et tu sais bien que le polynôme minimal de EI de pi sur n, ça c'est un truc un peu hors programme mais qui est parfois vu. Le polynôme minimal, on note pi sur q sur k. Il va diviser donc le polynôme sur q. Okay, donc ça, c'est le polynôme minimal à valeur dans k. Comme k est un surcorps de q, bah, il va diviser ce polynôme-là. Et ça, on sait que c'est phi n. Le nème polynôme cyclotonique, ça, c'est un exo qu'on voit parfois, qui est un peu culturel. En particulier, on a que le degré de cette extension-là, c'est phi n. Et donc, par égalité des cardinaux, on a que ça, c'est un isomorphisme. Ok, voilà, donc c'est une bijection. En fait, on peut montrer que si je définis la structure de groupe de un croix avec EI de kpi sur n fois EI de pi Lpi sur n égale à EI de pi k fois L sur n, alors ça fait une structure de groupe telle que ça, c'est un isomorphisme. Enfin, tel que ça devient un morphisme de groupe, et donc ça devient un isomorphisme. Ok, pardon, là j'ai dit un peu n'importe quoi. En fait, on n'a pas forcément que c'est surjectif. Parce que, par exemple, dans le corps K, il pourrait y avoir EI de pi sur n. Donc le degré de cette extension, c'est vrai qu'il va être plus petit que phi de n. Et c'est vrai qu'on va tout le temps avoir une injection, mais on n'a pas forcément une surjection. En fait, on n'a même pas besoin de tout ce que j'ai dit ici. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que si on est sur le corps Q, si on regarde l'extension de Q
EI de pi sur n, on appelle ça une extension cyclotomique. Alors, son groupe de Galois, ça va être Z sur NZ croix, ou là ce que j'ai noté ici, UN croix, qui est bien sûr isomorphe au groupe des inversibles de l'anneau Z sur NZ. Mais sur K, en fait, on n'a même pas besoin de ça, on a juste besoin du fait que ça s'injecte, on a une injection dans ce groupe-là, avec ce produit-là, et qui est visiblement un groupe abélien. Et donc, on n'a que le groupe est normal de groupe de Galois abélien. L'extension est normale de groupe de Galois abélien. Donc, je vais revenir rapidement sur ce produit-là, sur UN croix. Donc, ce produit-là, il n'est pas très satisfaisant parce qu'on a envie de dire, bon, bah, UN, on sait très bien que c'est un groupe. Pourquoi est-ce que la structure de groupe de base de UN, elle ne marche pas? Mais le souci de la structure de base de UN, c'est que elle contient 1, et que 1, c'est pas souvent une racine primitive énième de l'unité. Donc, essayer de mettre la structure de groupe de UN sur cet ensemble-là, ça ne va pas du tout marcher. Parce que ça n'utilise pas le fait que, enfin, ça laisse pas stable par produit le fait d'être premier avec N. Donc la bonne structure de groupe, c'est celle-là. Elle fait de ça un morphisme de groupe. Tu peux le vérifier. Enfin, c'est exactement pour cette raison-là qu'on met cette structure de groupe d'ailleurs. Et donc on a que l'extension est normale de groupe de Galois abélien. Question 12.b. Cette fois, on va supposer que EI 2pi sur M est dans le corps K. On veut montrer que l'extension K de alpha sur K est normale de groupe de Galois isomorphe à un sous-groupe de UM pour le produit, cette fois pour le produit normal, donc cyclique et en particulier abélien. Donc je rappelle qu'on a fixé alpha un nombre complexe, tel que alpha puissance M appartient à K. Ok, donc indication, un élément sigma du groupe de Galois de K de alpha sur K, on va faire correspondre sigma de alpha sur alpha. Bon, déjà, on va montrer que l'extension est normale. En fait, comme on a que alpha puissance M est dans K, on sait que alpha annule le polynôme x puissance M moins alpha puissance M. Donc ça, c'est un polynôme dans K de x. Justement parce que alpha puissance M est dans K. Ok? Et donc, on sait que les conjugués de alpha, ça va être les choses de la forme alpha, alpha EI de pi sur N, sur M, alpha EI de pi sur M fois 2, tout ça. Sauf que ça, c'est un élément de K, et donc c'est dans K de alpha. Sauf que EI de pi sur M, c'est un élément de K, donc alpha fois EI de pi sur M, c'est dans K de alpha. Ok? Donc l'extension est normale parce que tous les conjugués de alpha sont dans le corps. Voilà. Ok? Maintenant, on va regarder l'application qui a sigma associe sigma de alpha sur alpha, et j'affirme que cette application est à valeur dans UM. Ok? Pourquoi c'est dans UM? Parce que sigma de alpha sur alpha puissance M, c'est sigma de alpha puissance M sur alpha puissance M. Sauf que ça, c'est un élément de K, donc il est laissé stable par sigma, donc c'est égal à 1. Ok? Parce que alpha puissance M, c'est un élément de K, donc il est laissé invariant par sigma. Maintenant, ce qu'on remarque, c'est que là, on a un morphisme de groupe. Parce que on veut montrer que taux sigma de alpha sur alpha égale taux alpha sur alpha, sigma alpha sur alpha. Donc on écrit sigma alpha égale EI de Kpi sur M fois alpha, parce que c'est un nouveau conjugué de alpha, donc il s'écrit comme ça. Ce qu'on a, c'est que taux de sigma de alpha, comme ça c'est dans le corps K, taux va laisser invariant le EI de pi Kpi sur M, le EI de Kpi sur M. Donc ça, c'est égal à EI de Kpi sur M fois taux de alpha. Ok? Donc si je divise par alpha, on a ça. Et là, on reconnaît sigma de alpha sur alpha, ce qui est le résultat voulu. Ok? Donc là, on a fortement utilisé le fait que la racine m de l'unité était dans K. En fait, les extensions comme ça, où on rajoute un élément tel qu'une puissance m est dans le corps K, c'est beaucoup plus facile à comprendre lorsque l'extension, lorsque le corps de base contient les racines m de l'unité. Ok? Question C, montrer que K de EI de pi sur M, alpha est normal de groupe de Galois résoluble. Bon, bah là, on va utiliser à fond la question 11.b. Donc, on a K de EI de pi sur M,
alpha K de EI de pi sur M et K. Qu'est-ce qui se passe? Ici, on sait que c'est un groupe de Galois abélien, d'après la question 12.1. Donc c'est résoluble. On sait aussi que cette extension-là, elle est normale. Ok? Donc, d'après la question 11.b, on a juste à montrer que ça, c'est résoluble. Mais c'est résoluble d'après la question 12.b, parce qu'un groupe abélien est résoluble. Ok? Et qu'on sait que lorsque le corps de base contient EI de pi sur M, ce qui est le cas ici, alors l'extension est abélienne. Donc ça, c'est résoluble aussi. Et donc, d'après la question 11.b, on a que le groupe de Galois de L sur K, donc le gros corps sur le petit, c'est résoluble. Donc ça conclut la question 12. La question 13, c'est juste une manière compliquée de dire, bon, bah, ce qu'on a fait là pour une racine, ça marche pour plein de racines. Ok? Donc, on prend P dans le cas de X, donc on se tend à racine simple dans C. On suppose qu'il existe un élément R entier, des entiers M1 jusqu'à MR supérieurs ou égaux à 2, et des nombres complexes alpha 1 jusqu'à alpha R, tels que le corps de décomposition de P soit inclus dans le cas de alpha 1 jusqu'à alpha R. Donc les alpha I, il faut y penser comme les racines de P. Et pour tout I, alpha I puissance MI, et dans le cas de alpha 1 jusqu'à alpha I-1. Donc là, on voit apparaître l'idée de résolution par radicaux. Donc ce que j'ai dit sur les alpha I, c'est des racines. Pas du tout, je me suis complètement trompé. En fait, les alpha I, c'est un peu les racines de delta dans le moins b plus moins racine de delta sur 2. Okay, le fait que alpha I puissance MI soit dans le corps là, ça dit que, en gros, c'est une racine. Donc ce que dit la question 13, c'est qu'on suppose que le corps de décomposition de P, c'est-à-dire que les racines de P, soient dans un corps qui est engendré par des éléments alpha 1 jusqu'à alpha R, et tous les alpha I s'obtiennent comme des racines des précédents. Donc en gros, ce qu'on a, c'est que si j'écris xi ma racine, on a que xi, ça va être genre une somme de racines, de somme de racines, de somme de racines, tout ça à l'infini. Enfin, pas à l'infini, parce qu'il y a R alpha I. Et donc, ce qu'on suppose, c'est rien d'autre que le fait que le polynôme, enfin que l'équation du polynôme est résoluble par radicaux. Ce qui est écrit ici. On dit alors que l'équation P de x est résoluble par radicaux. Nous, notre travail, ça va être de montrer que le groupe de Galois est résoluble. Okay, donc, si tu as bien compris la question 12.c, en gros, ce qu'on fait ici, c'est évident. Donc, pourquoi? Dans la question 12.c, on a dit que quand on rajoutait des racines m d'un élément de K, donc on prenait alpha tel que alpha puissance m était dans K, quitte à rajouter EI de pi sur m, on avait une extension de groupe de Galois résoluble. Bon, bah, ce qu'on fait dans la question 13, c'est juste on itère cette construction avec plein de racines, et c'est évident qu'on va retomber sur un groupe de Galois résoluble. Okay, dans la question 13.a, si tu as un peu la flemme, tu peux la sauter. Moi, je trouve pas que c'est la question la plus intéressante du devoir. Mais le résultat est hyper intéressant, bien sûr, mais on s'en doute bien que ça va marcher, quoi. Donc, montrer que le corps de décomposition de P est inclus dans L. Donc, L, c'est le corps engendré par epsilon. Donc, epsilon, c'est une super racine de l'unité. On a epsilon M1 jusqu'à MR égale 1. Donc, c'est une racine M1 jusqu'à MR primitive de l'unité. Ok, donc en fait, on s'assure juste d'avoir assez de racines pour tous nos alpha 1 jusqu'à alpha R, puisqu'en particulier, epsilon a une bonne puissance, ça va être une racine m-ième de l'unité pour tout i. C'est juste ça qu'on fait avec epsilon. Ensuite, on rajoute les conjugués des alpha i pour avoir une extension qui est bien normale. L sur K est normale car les conjugués de epsilon, bêta ij sont des epsilon puissance k. Donc les conjugués d'une racine n-ième de l'unité, c'est des puissances de cette racine. Donc voilà, on connaît les conjugués de epsilon. Et des bêta ij'. Ok, comme les bêta ij, c'est des conjugués de alpha i, le conjugué de bêta ij, c'est encore un bêta ij. Donc l'extension est normale. Elle est clairement finie parce que ce qu'on a fait, c'est qu'on a rajouté des éléments finis.
à l'extension K, et donc on a une extension finie. Question B. Montrer que le groupe gal de L sur K est résoluble, puis que le groupe gal de K de P est résoluble. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une récurrence. Bon, qu'est-ce que c'est que l'idée? Qu'est-ce que c'est que l'idée de base? L'idée de base, c'est que mes bêta i, ils ont l'air un peu compliqués, mais ils vérifient tous la même chose. Ils vérifient tous que bêta à la puissance n égale 1. Pardon, et dans K. Ils vérifient ça. Et comme on sait qu'on a EI 2pi sur n dans K, on applique la question 12.c plusieurs fois et ça marche bien. Ok? Ce qu'on a en gros, c'est qu'on a L. Ensuite, on a K de epsilon bêta 1, 1. Tout ça jusqu'à bêta R-1, PR-1. Donc ici, c'est égal à K de bêta de bêta R1. Ok? Et K', pardon, de bêta R1, avec ça, c'est K'. Et ici, on a K. Donc, si on procède par récurrence, on sait que ça, c'est résoluble. Ok? Maintenant, on sait que ça, c'est résoluble. D'après Q12. Maintenant, ce qu'on sait même, c'est que le groupe de Galois... Maintenant, ce qu'on sait, que ça, c'est normal. Donc, on a la question 11.b qui s'applique. On sait que ça, c'est résoluble. Ça, c'est résoluble. Cette extension-là est normale. Donc, d'après la question 11.b, le groupe de Galois de tout ça, c'est résoluble. Donc, on a fait une récurrence sur l'indice R, en gros. Okay, donc, il ne se passe rien d'incroyable dans la question 13.b, mais le résultat est vraiment intéressant. Donc, ce qu'on a, c'est que maintenant, on a que L sur K, c'est résoluble, sauf qu'au milieu, on a gal de P. Et donc, gal K de P, ça s'exprime comme un quotient du groupe de Galois de L sur K, donc c'est encore un groupe résoluble. Okay, donc, ce qu'on a montré dans la question 13, c'est qu'une extension résoluble par radicaux a un groupe de Galois résoluble. Et dans la partie 5, ce qu'on va faire, c'est qu'on va expliciter un polynôme de degré 5 dont le groupe de Galois c'est Sn, et donc qui ne va pas être résoluble par radicaux. Question 14.a, on prend un nombre premier différent de 2. Quels sont les éléments d'ordre P du groupe SP? Bon, bah, ce sont les P-cycles. Pourquoi? Parce que les P-cycles, c'est des éléments d'ordre P. Et si j'ai un élément d'ordre P, si j'ai sigma P égale 1, alors je peux écrire sigma sa décomposition en cycle disjoint. Ok? Et ce qu'on remarque, c'est que l'ordre de sigma, c'est le PPCM de l'ordre des cycles. Ça, je te laisse le faire. C'est un truc classique de théorie des groupes, des théories de SN. L'idée, c'est que ces cycles-là, ils vont commuter entre eux. Donc, les sigma à la puissance j, ça va être ça à la puissance j jusqu'à ça à la puissance j. Et donc, on a que sigma j égale 1 si seulement si tout ça, c'est égal à 1. Donc, si et seulement si j est divisible par tous les ordres des cycles. Et donc, au final, on trouve que l'ordre, c'est le PPCM. Donc, moralité, si je n'ai pas de P-cycle ici, j'ai que des cycles d'ordre strictement plus petit que P, le PPCM ne va pas être divisible par P. Donc, l'indice K égale 1 et sigma égale x1 jusqu'à xp. Ok? Parce que pour avoir que l'ordre est divisible par P, il faut que le PPCM soit divisible par P, donc il faut que un des cycles soit d'ordre P. Ok? Question B, montrer que le groupe SP est engendré par la transposition 1,2 et le P-cycle 1,2 jusqu'à 1P. Ça, vraiment, c'est du cours de sup. Je ne la traite pas. Question 15 pour A. Montrer que le groupe, donc soit P un polynôme de Q de X de degré P irréductible sur Q et possédant exactement P-2 racines réelles. On identifie le groupe de Galois de P à un sous-groupe de SP
via l'action sur les racines. Montrer que gal Q de P contient un P cycle. Ok, là c'est une question un peu subtile. Donc si tu te souviens bien, on avait fait ça dans le premier DM sur la théorie de Galois, on avait montré que si le polynôme était irréductible, alors le groupe de Galois était divisible par P. On avait montré ça, on l'avait montré même de deux manières différentes. En particulier, d'après le théorème de Gauss, qui est que quand j'ai un diviseur premier du cardinal de mon groupe, il existe un élément d'ordre P, et bien il existe un élément X dans gal de P d'ordre P. Et donc comme on a identifié gal Q de P à Sn, à un sous-groupe de Sn, un sous-groupe de SP, pardon, on a que le groupe de Galois contient un P cycle. Pardon, j'ai dit n'importe quoi, c'est pas le théorème de Cauchy. De Gauss, c'est le lemme de Cauchy qui est donné dans le DM. Tout groupe fini d'ordre divisible par P possède un élément d'ordre P. Montrer que le groupe Galois contient une transposition, puis que le groupe de Galois de P c'est égal à SP. Donc là, il faut réfléchir un peu. On n'a pas encore utilisé le fait qu'il y avait P-2 racines réelles. Comme le polynôme est irréductible sur Q, ses racines complexes sont simples. Ça, on l'avait vu parce qu'on avait que le PGCD de P et P' c'était 1. Donc on avait vu que ça impliquait qu'il n'avait que des racines simples. Donc, comme il n'y a que P-2 racines réelles, il y a deux racines complexes. Ok ? En particulier, la conjugaison, c'est un élément du groupe de Galois. Et qu'est-ce que c'est que son action sur les racines ? Bah, il va échanger les deux racines complexes, qui sont conjuguées l'une de l'autre, comme le polynôme est à coefficient dans Q. Donc ça va être quoi son action ? Il va échanger les deux racines complexes et il va ne rien faire sur les racines réelles. Donc c'est une transposition. Donc ça, c'est un morphisme du groupe de Galois. Enfin, c'est un élément, une permutation du groupe de Galois, qui est une transposition. Bon, la question 14.b, en fait, elle se généralise sans aucune difficulté au cas où j'ai une transposition quelconque. Enfin, en fait, sans aucune difficulté, pas vraiment. Mais j'ai déjà fait l'exercice qui s'appelle qui engendre Sn, qui montrait que I et J et 1 jusqu'à N, ça engendre Sn, si et seulement si J moins I et N sont premiers entre eux. En particulier, quand tu as une transposition, le sous-groupe engendré par une transposition et un P cycle, c'est toujours SP tout entier. Donc j'ai que gal Q de P égale SP. Donc ça, c'est une vidéo sur ma chaîne qui s'appelle Qui engendre Sn. Voilà. Voilà. Et donc, d'après la partie 2, où on montrait que Sn n'était pas résoluble pour n plus grand que 5, on voit que l'équation P de x égale 0 n'est pas résoluble par radicaux. Question 16. Indiquer un contre-exemple explicite de polynôme de degré 5. Bon, bah ça, je te laisse le faire. Je crois qu'une indication que je peux te donner, c'est qu'il faut utiliser le critère d'Eisenstein. Une manière simple de produire des polynômes irréductibles sur Q, c'est de prendre des trucs de la forme x puissance n, plus on ne sait pas, plus Q, où ça c'est le premier, et où tous les coefficients ici sont divisibles par Q carré. Et le critère d'Eisenstein me dit que ça, c'est un polynôme premier. Bon, c'est pas vraiment le but de la vidéo, donc je vais pas corriger cette question. Par contre, la partie 6, là on va vraiment... Enfin, c'est une jolie partie, où on va montrer que si le groupe de Galois est résoluble, alors l'équation est résoluble par radicaux. Ce qui est beaucoup moins évident que la partie 4 conceptuellement, parce que là on doit vraiment construire nous-mêmes les racines qui vont faire que l'équation est résoluble par radicaux. On ne va pas pouvoir trouver une formule, ce serait un peu trop beau, mais on va construire des corps en itérant des racines énièmes d'éléments de K, jusqu'à trouver une équation résoluble par radicaux. 17.a. Donc soit n en entier plus grand ou égal à 2, K un sous-corps de C qui contient EI de pi sur n, et L un sous-corps de C qui contient K. On suppose que L sur K est normal de degré n de groupe de Galois cyclique.
soit sigma un générateur de Gall L sur K. Donc, ce qu'on a, c'est que x puissance n moins 1 annule. Donc, question A, montrer que le polynôme minimal de sigma vu comme K endomorphisme de L est sigma n moins 1. Donc, ce qu'on a, c'est que ce polynôme-là annule sigma. Maintenant, on veut montrer que c'est polynôme minimal. Donc oui, on a sigma n égale 1, ça c'est le théorème de Lagrange, parce que le groupe de Galois il est de cardinal n. Maintenant, si k strictement plus petit que n, on n'a que 1, sigma 1 jusqu'à sigma k est libre. Ok? Donc là, on utilise un truc un peu fort. Je ne sais pas si tu te souviens. Dans la première partie du DM de Galois, on avait montré le résultat un peu surprenant suivant qui parlait de monoïdes. Si j'ai une famille de monoïdes à valeur dans C, et que les monoïdes sont tous distincts, alors ça fait une famille libre. Enfin, dans un corps quelconque K, en fait. Si j'ai des morphismes sigma 1 jusqu'à sigma R, des morphismes de monoïdes qui partent de gamma et qui vont dans K étoile, alors la famille est libre. Ici, comme on a que l'extension est cyclique de degré n, je sais que mes sigma i sont tous distincts. Ok? Sinon, le degré de la cyclicité sera plus petit que n. Donc, c'est des morphismes distincts qui vont de K étoile dans K étoile, par exemple. On peut aussi les voir comme Q étoile dans Q étoile. Non, pardon. C'est bien de K étoile dans K étoile. Et donc, c'est K libre. Okay, le fait que ce soit K libre me dit que il n'existe pas de polynôme de degré K qui annule sigma. Pourquoi ça? Parce que une relation de liaison entre 1 jusqu'à sigma puissance k, c'est exactement un polynôme de degré k qui annule sigma. Ça, on l'avait déjà fait. C'est intuitif. Ok? Donc, moralité, le polynôme minimal de sigma, il est de degré au moins n. Et on sait que x puissance n-1 annule sigma, donc on a que son polynôme minimal, c'est x puissance n-1. Ok? Ça, c'est un côté très joli de cette méthode, c'est que on utilise aussi les résultats sur les endomorphismes d'espace vectoriel dans la partie 6. Question B, bon bah, on sait que EI 2pi sur n, c'est une racine du polynôme minimal, donc c'est une valeur propre VA de sigma. Donc sigma vu encore comme un endomorphisme, comme un K endomorphisme de L. Et donc on a un élément non nul, alpha, tel que sigma de alpha égale EI de pi sur n, alpha. Question C. Montrer que alpha puissance n est dans K et que L égale K de alpha. Donc ce qu'on a, c'est que sigma de alpha puissance n, c'est égal à sigma de alpha puissance n, c'est égal à EI de pi sur n puissance n fois alpha puissance n, c'est égal à alpha puissance n. Donc sigma laisse alpha puissance n stable. Donc, quel que soit G, comme le groupe de Galois est cyclique, pour tout élément du groupe de Galois de L sur K, j'ai que G de alpha puissance n égale alpha puissance n. Donc ça me dit que alpha puissance n, c'est un élément de K. Ok? Une manière de le voir, c'est par exemple le fait qu'on a une extension, on a une tour d'extension K de alpha puissance n, L. Et bah, on voit ici que le groupe de Galois de L sur K alpha puissance n, c'est exactement le groupe de Galois de L sur K. Donc le degré ici, c'est le degré de L sur K. Parce qu'ils ont le même groupe de Galois. Okay, le groupe de Galois de L sur K puissance alpha puissance n, c'est exactement le même que le groupe de Galois de L sur K. Parce que si j'ai un endomorphisme du groupe de Galois de L sur K, c'est automatique qui va stabiliser alpha puissance n. Ok? Donc alpha puissance n dans K. Maintenant, il faut montrer que L égale K de alpha.
Ok. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la même chose que ce qu'on avait fait avant. Sauf qu'on va prendre des extensions différentes. On a K de alpha, L et K. Et ce qu'on remarque, c'est que ici, le groupe de Galois trivial est trivial. Pourquoi? Parce que si j'ai un élément sigma tel que... Donc un élément du groupe de Galois, G dans gal de L sur K, tel que G de alpha égale alpha, ça veut dire que c'est un élément du groupe de Galois de L sur K de alpha. Bah comme G, je peux l'écrire comme sigma puissance I. J'ai que G de alpha, bah c'est sigma puissance I de alpha, c'est... je vais l'écrire comme sigma puissance J. C'est EI J de pi sur N fois alpha. Et donc j'ai que N divise J, ou autrement dit, G c'est l'identité. Ok? Et comme je sais que cette extension est normale, le fait que le groupe de Galois soit trivial me dit que on a L égale K de alpha. Ok? Ainsi, sous réserve que K contienne les racines n de 1, les extensions cycliques de degré n sont d'après ce résultat et celui de la 12.b de la forme le corps de décomposition de x puissance n-a, où x puissance n-a est irréductible sur K. Les extensions de ce type sont appelées extensions cycliques de Kumer. Ok. Soit P non constant à racine simple dans C, tel que le groupe de Galois de P soit résoluble, montrer que l'équation P de x égale 0 est résoluble par radicaux. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire sans surprise une récurrence. Donc ce qu'on a, c'est qu'on a gal K de P, on a K, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, on a G' ici, on a gal K de P stabilisé par G', et ici, on sait que G' est distingué, donc ça c'est normal, de groupe de Galois G sur G'. Ok? Donc, si on fait par récurrence, ça c'est un groupe résoluble de cardinal strictement plus petit que celui de G. Donc, en gros, ce qui se passe, c'est que ça, on peut lui... En fait, ce qu'on va faire par récurrence, c'est dire si j'ai un groupe de Galois résoluble par radicaux, pardon, un groupe de Galois résoluble, alors je peux rajouter des racines n du corps, exactement de la manière dont on l'avait fait dans la partie 13. Je peux faire cette opération qui consiste à rajouter des alpha i tels que, pour tout i, alpha i c'est juste une racine m de k de alpha 1 jusqu'à alpha i moins 1. Donc on va procéder par récurrence. Donc par récurrence, j'ai que gal k de p, c'est ce corps-là que je vais appeler k', de alpha 1 jusqu'à alpha r. Ok? Et maintenant, si j'arrive à montrer que lorsque le groupe de Galois est abélien, parce que c'est le cas du groupe de Galois G sur G', on avait vu que G sur G' c'était tout le temps abélien, et bien alors on arrivera à conclure. Parce que si j'arrive à rajouter des racines n pour arriver à K', puis rajouter des racines n jusqu'à arriver à gal K de P, j'ai conclu. Donc, on a juste le cas abélien à traiter. Sauf que nous, on connaît très bien les groupes abéliens finis. On sait que si G est abélien fini, on appelle ça un GAF, groupe abélien fini. G est isomorphe à Z sur N1 fois Z sur NR. Et donc c'est évident, ce qu'on a à faire maintenant, c'est qu'on va dire qu'on a K fois L de groupe de Galois G. On va quotienter par ce groupe-là, que je vais appeler H. On a un groupe de Galois H sur une extension K'. Et ensuite, on a G sur H. Là, on a deux groupes qui sont à nouveau abéliens, sauf qu'ici, on a un groupe cyclique.
Ok? Et c'est là qu'on va utiliser la question 17. Donc en gros, tout le schmilblick qu'on a fait juste avant d'arriver ici, c'était juste le fait de se ramener à des extensions cycliques. Et pour se ramener à des extensions cycliques, on se ramène à des extensions abéliennes parce qu'on connaît très bien les extensions par les groupes, les groupes abéliens finis. C'est juste des produits d'extensions cycliques. Ok? Et donc ce qu'on a, c'est que d'après la question 17, on a que L c'est égal à K' de alpha pour alpha puissance M dans K, ce qui du coup conclut. Ça, par récurrence, je peux rajouter des racines pour arriver jusqu'à K'. Et en rajoutant la racine alpha, d'après la question 17, j'arrive à L. Parce que l'extension est cyclique. Okay, donc c'est vraiment ça, la beauté de ce DM, c'est vraiment de tout ramener aux extensions cycliques, de dire les extensions, on les connaît très bien, d'après la remarque qui est ici. C'est des corps enfin, en gros, on rajoute une racine à nième et ça se passe bien. Et donc, on en déduit gratuitement la résolubilité des polynômes. Okay, je vais lire la note 4 parce qu'elle est intéressante. Les questions 13 à 18 établissent l'équivalence entre le groupe K de P est résoluble et l'équation P de X égale 0 est résoluble par radicaux. Ce résultat est en substance contenu dans le mémoire principal de Galois. La correspondance de Galois, présentée dans le premier problème fondamental ici, est l'aboutissement d'une série de travaux destinés à comprendre le travail de Galois. La présentation du texte suit dans le cadre simplifié des sous-corps de C, celle d'Émile Lartin, elle-même inspirée de Dedekind et d'Émile Noether. Un de ses traits essentiels est l'utilisation de l'algèbre linéaire, essentiellement absente chez Galois. Cette correspondance permet de traduire en termes de groupe certains énoncés concernant les extensions de corps et donc de les aborder par des méthodes a priori étrangères au sujet. Sa portée est donc bien plus vaste que l'étude du problème de la résolubilité par radicaux. En résumé, Galois a montré ce problème-là parce que c'est celui qui était essentiel, mais la correspondance entre extension intermédiaire et sous-groupe a largement dépassé le cadre du sujet et est un résultat extrêmement important.